Merci d'être avec nous sur Medi 1. Bienvenue dans votre mission Talk Afrique. On ne peut parler de développement sans parler de la mobilité urbaine et de l'avenir du transport intelligent. Et depuis quelques années, certains pays africains développent des infrastructures routières pour une meilleure circulation des personnes et des biens. Ils se sont donc engagés dans la mobilité durable en Afrique, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays en Afrique subsaharienne. En outre, le forum Oliver Wyman, en partenariat avec l'Université de Californie, a publié son classement annuel 2021 sur la préparation de la mobilité urbaine des villes du monde. Et parmi les 60 villes retenues, 6 villes africaines figurent dans le classement 2021, à savoir le Cape Town, Johannesburg, Casablanca, Nairobi, Lagos et le Caire. Comment améliorer la mobilité urbaine dans les capitales africaines? On en parle dans cette émission avec nos deux invités déjà sur ce plateau. Il s'agit de Madame Ndeye Ngom Pouye, enseignante-chercheur, maître de conférences, titulaire de géographie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci d'être là. Merci, madame. En face de vous, nous avons Monsieur Abdoulaye Sylla. Vous êtes expert urbaniste. Merci d'être avec nous. Moi, je remercie beaucoup. Le plaisir est partagé. Alors, la préservation et l'amélioration de la qualité de vie des habitants est liée à une dotation d'une large palette de transports urbains. Madame Pouye, est-ce le cas dans nos capitales africaines, surtout subsahariennes? Oui, je pense que, madame, en Afrique subsaharienne, les pays sont dans cette dynamique. Donc, une dynamique de respect de l'environnement, mais on conçoit avec vous qu'il y a quand même une large gamme de transports en milieu urbain, notamment en Afrique subsaharienne. Partant de la marche à pied jusqu'aux moyens de transport les plus modernes, on peut avoir en tout cas différents types de moyens de transport qui cohabitent dans l'espace urbain. Ce qui peut constituer quand même une contrainte majeure aux atteintes des objectifs visés par rapport à la préservation de l'environnement. Si on sait que les moyens de transport utilisent beaucoup d'espace, mais également il y a en Afrique beaucoup de moyens de transport qui sont très très polluants. Donc ces deux facteurs font que l'environnement est très vulnérable à travers est rendu vulnérable par la mobilité urbaine. Donc on peut développer les infrastructures, mais il faut tenir compte de l'aspect environnemental. Oui, là je pense que le développement des moyens de transport, des infrastructures va forcément avec le respect de l'environnement. Parce que les pays sont conformés, en tout cas sont obligés de se conformer à des cahiers de charges qui, dans les études en tout cas de faisabilité, insistent beaucoup sur l'aspect environnemental. D'accord. Alors, Monsieur Sylla, il y a beaucoup d'éléments qui englobent la réussite d'une mobilité urbaine. On peut parler de l'utilisation des transports publics, la fluidité du trafic, également la part de marché des voitures électriques. Est-ce qu'aujourd'hui, les capitales africaines sont déjà dans cette optique? Oui, certaines capitales sont déjà dans cette optique. Tu as parlé tout à l'heure de Cape Town, de Johannesburg. J'ai eu à fréquenter ces villes-là dans le cadre de stages internationaux. Donc, mais il y en a qui sont un peu en rade. Qui traînent un peu traînent un peu le pas. Madame vient de parler d'engagements internationaux, les accords de Paris sur le climat, mais également les objectifs de développement durable qui nous engagent et qui sont là pour nous aider un peu dans la planification de nos villes à bas carbone ou bien ou même à une ambition supérieure, aller vers même la neutralité carbone. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des villes qui ont déjà ce qu'on appelle un outil de planification, qu'on appelle le plan climat-énergie territoriale, développé en Europe, mais qui commence déjà à faire son bonhomme de chemin chez nous. C'est-à-dire, ces plans climat-là commencent par ce qu'on appelle un inventaire. Un inventaire d'habitude sur une période reportée de 5 ans de certaines villes pour voir là où on était dans des pics et comment émettre des scénarios qui démontrent que si on utilise des véhicules moins polluants, si on utilise des véhicules électriques, ça peut nous amener à tel niveau d'économie en termes
d'émissions de gaz à effet de serre au niveau du secteur du transport. C'est la raison pour laquelle beaucoup de villes commencent à utiliser ces véhicules-là. Déjà, dans beaucoup de villes africaines, le diesel n'est plus utilisé dans les commandes publiques pour acquérir de bus de transport. Parce qu'on sait qu'on a toujours des compagnies de bus de transport qui répondent à une ville informelle, c'est-à-dire des lignes de transport voulues par les populations, auxquelles ces structures de transport-là obéissent. Alors, je suis d'accord, il faut développer les infrastructures, il faut développer nos capitales, mais j'ai quand même une question, une préoccupation. Ne faudrait-il pas d'abord développer les petites villes pour désengorger les capitales? Il y a deux positions. Il y a ceux qui disent qu'il faut densifier les villes, d'autres disent qu'il faut créer d'autres villes. Vous prenez le Sénégal, il y a ce qu'on appelle les géographes, le Sénégal utile, et le reste du pays, ce qu'on appelle le désert. Là où tu n'as même pas 2 habitants au kilomètre carré, à quoi bon mettre des infrastructures de haut niveau? Donc le choix et la priorité est réservée à la partie utile du Sénégal, de Saint-Louis, peut-être à Ziguinchor. Sur cette partie-là, vous voyez que près de 80% ou bien même plus des infrastructures de transport sont concentrées dans cette partie-là parce que c'est là où se trouve la plupart des populations. C'est ce qu'on a à Abidjan. Il y a comment dirais-je encore, en Côte d'Ivoire, il y a une partie extrêmement urbanisée, c'est la côte. On a toujours, même le fait urbain est lié à la position par rapport à l'océan. Alors, tous les deux, vous avez abordé un aspect environnemental. Je voudrais rebondir là-dessus. On va parler du Rwanda. Il y a une start-up rwandaise qui a lancé en 2021 un système de transport par vélo. Et ce système cadre avec la politique d'urbanisation verte entamée par le gouvernement rwandais. Madame Pouy, comment appréciez-vous cette initiative ? Ouais, je l'apprécie à sa juste valeur. Je sais que c'est une bonne initiative, mais il faut savoir que les villes africaines ont leur réalité. Ce qui peut se développer au Rwanda en termes de transport par vélo peut ne pas avoir un impact fort au Sénégal ou bien en Côte d'Ivoire. Je le dis très souvent parce que je pense que l'usage des moyens de transport est après tout culturel. Donc les gens marchent parce que ça fait partie de leur culture. Les gens utilisent les cars rapides ou bien les ndiaganyay parce que c'est symbolique. Ça fait partie de leur culture et ça fait partie de leur pratique. Donc je ne dirais pas que c'est une bonne chose au Rwanda, mais ça peut, si on voulait faire répliquer cette même initiative dans d'autres pays tels que le Sénégal, ça peut prendre beaucoup de temps avant que ça ne marche. Alors, toujours avec vous, quand on parle de meilleure gestion de mobilité urbaine, cela rime avec le renouvellement de parcs automobiles. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut renouveler les parcs automobiles en Afrique? Absolument, il faut renouveler le parc automobile, mais ça demande un courage politique, en tout cas, qui n'est pas encore, en tout cas que moi je ne vois pas à travers nos dirigeants. M. Silla a parlé tout à l'heure d'une littoralisation de la population qui fait que parfois des choix sont opérés, mais je pense que ça va de soi parce que si on ne fait pas ces initiatives, si ça ne concerne pas également l'intérieur du pays, ou bien l'intérieur en tout cas de l'Afrique, on sait que dans tous les continents, il y a deux dynamiques, c'est-à-dire une dynamique qui a tendance à localiser les populations sur une frange et créant des vides au niveau de l'intérieur. Donc, oui, allez-y. Je pense que si on ne prend pas, si on ne fait pas le choix de développer l'intérieur, ça va rester toujours, en tout cas, on va assister à des villes macrocéphaliques de plus en plus denses alors que l'intérieur reste vide. Et ça pose réellement un problème de mobilité. C'est vrai que la densité, quand on utilise les transports collectifs, ça peut être rentable, mais je ne voudrais pas que les transports soient pensés seulement en termes de rentabilité. Il faut savoir qu'il y a une autre dimension des transports qui est avant tout une dimension sociale. Donc renouveler c'est bon, mais il faut savoir renouveler intelligemment.
Je prends juste le cas du Sénégal où le renouvellement des cars rapides et des Ndiaga Ndiaye devait terminer depuis 2012 ou bien 2014. Oui. Mais jusque-là... Pourquoi justement on n'a pas encore trouvé une solution? On n'a pas trouvé une solution parce que c'est très difficile de supprimer quelque chose en quoi les populations tiennent. Oui, c'est vrai que ces cars rapides-là proposent des prix accessibles et défiant même la concurrence, je crois bien. Oui, c'est ça. En tout cas, les prix pratiqués sont plus bas. Donc, le terme l'abordabilité, c'est pourquoi je parle de justice sociale. Parce que si certaines catégories de population peuvent utiliser leur voiture particulière, ou bien tout simplement le TER ou bien le BRT, il y a une catégorie de population qui se retrouve par rapport justement, au car. On va parler tout à l'heure. La mobilité motorisée est en croissance au Maghreb en raison de la hausse des revenus et de l'extension de l'accès à l'automobile avec un modèle proche de celui de l'Europe. Et ce n'est pas le cas en Afrique subsaharienne. Qu'est-ce qui explique cela ou bien comment y parvenir justement? La mobilité motorisée doit être un complément à la mobilité dite active. Cette mobilité active-là, on en a parlé, c'est avec le vélo, c'est-à-dire au-delà de 20 km de parcours, le vélo n'est plus une bonne option. Donc il y a, si le développement, et que cette mobilité motorisée, si vous parlez un peu du véhicule privé, ce n'est pas ma compréhension. Ma compréhension, c'est qu'il y a un complément entre les modes actifs et les systèmes de transport de masse. Donc, si ces deux se développent, on tend vers la diminution de l'usage du véhicule privé qui nous pose beaucoup de difficultés. D'aucuns disent qu'on investit sur des infrastructures pour des privés. Des photographies aux heures de pointe ont été prises. Tu vois dans un tronçon d'1 kilomètre, 2 ou 3 bus avec plus d'une centaine de véhicules privés. Alors, les moyens que nous avons déjà, comment justement améliorer ces moyens, améliorer la mobilité urbaine dans nos villes? On dit toujours que lorsque les besoins en transport de masse augmentent, les emprises pour les recevoir diminuent. J'ai dit dans mon entame que cette ville-là africaine est allée, comment dirais-je, n'est pas allé au même rythme que la croissance de la population et l'occupation de l'espace. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout a été planifié sur le seul besoin de l'automobile. On n'a pas planifié l'intégration modale, c'est-à-dire qu'il y ait une place pour le vélo, une place pour ceux qui font la marche et une place dans la chaussée où la chaussée devrait être exclusive aux automobiles. Aujourd'hui, dans bon nombre de pays africains, de villes africaines, c'est la chaussée qui est le lieu de toutes les convoitises parce que tout le monde doit s'y retrouver. Le même réceptacle pour l'ensemble des modes de transport. Alors, Madame Ndeye-Ngom-Pouye, vous êtes enseignante-chercheur, maître de conférences, titulaire de géographie à la faculté des lettres et sciences humaines à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vos recherches sont axées sur les villes, les mobilités, également les politiques de transport. Dites-nous pourquoi les moyens de mobilité semblent faibles en Afrique subsaharienne. Oui, semble faible, je dirais non. C'est juste un problème qui est structurel. Et peut-être vous me permettrez de rebondir sur la question qu'il a bien cernée, qu'il a bien répondu. Mais je dirais tout simplement que oui, les besoins de transport vont en augmentant, s'accompagnant surtout de l'étalement des villes. Parce que ce soit une ville littorale ou bien une ville continentale, nous observons en Afrique une dynamique d'étalement urbain. Et c'est vrai qu'il y a 3 types de villes. Il y a ce qu'on appelle la ville pédestre. Dans une ville pédestre, on peut développer par exemple la mobilité dite active. Mais quand le rayon urbain dépasse 15 km, on est dans une ville transport collectif. Là, le transport collectif est très prisé et en tout cas pourrait résoudre les problèmes. Mais si la ville s'étale au-delà d'une trentaine de kilomètres, ça devient tout simplement une ville purement automobile. Donc avant de lutter contre cette croissance
de l'automobile, du parc automobile, il faudrait essayer de contenir d'abord l'urbanisation. Donc, il l'a bien dit, c'est juste un problème de planification spatiale. Mais il faut tout simplement dire que si au Maghreb, on estime la croissance automobile aux environs de 5%, en Afrique subsaharienne, notamment au Sénégal, on a quand même une croissance très forte de l'ordre de 10%. Donc c'est une dynamique d'ensemble. C'est vrai que pour le moment, on ne peut pas comparer l'Afrique subsaharienne par rapport à ce qui se passe au nord de l'Afrique, mais la dynamique est identique. Au Sénégal également, la croissance urbaine du parc et la croissance du parc automobile est très forte, corrélativement aux revenus, mais corrélativement également aux considérations que les populations accordent à la possession d'une voiture. D'accord. Et donc, Monsieur Sylla, vous êtes expert urbaniste. Vous avez, dans le cadre de votre travail, vous avez été en Europe, en Amérique latine. Vous avez fait beaucoup de villes africaines, vous l'avez dit tout à l'heure. Dites-nous, avec cette urbanisation galopante dont Madame Pouye parlait tout à l'heure, les populations augmentent à raison de presque 2,5% par an. Comment faut-il repenser les villes, les capitales justement, nos villes africaines, je veux dire? Il faut les repenser et développer, et j'en appelle à l'attention des universitaires, de refaire la ville sur elle-même. Nous avons des moyens de planification qui étaient là pour organiser les PDU, etc. C'était dans un espace où on pouvait maîtriser. Alors qu'aujourd'hui, lorsque les Marocains ont été confrontés à ça, ils ont créé de nouvelles méthodes, nouvelles méthodes de planification. Dans les années 2010, ils ont fait une refonte de la manière de faire le PDU et ils lui ont donné un nouveau nom. J'en connais quelque chose parce que j'ai fréquenté l'agence urbaine de Rabat-Saré. Ils les appellent des documents urbains nouvelle génération. Donc, qui s'adaptent à la ville africaine. Donc, on a la ville en général, mais la ville africaine a ses spécificités qu'aujourd'hui, les documents, regardez le plan, le PDU de Dakar, qui a été érigé en 2006, je pense, n'a jamais été validé. Le PDU qui est en cours, horizon 2035, vient tout juste d'être validé. Et que ces PDU-là sont confrontés aux aléas des mandatures politiques. Donc, une ville est une réalité. Là, plus de 900 millions de citadins sont attendus en 2050. Donc ça ne doit pas être assujetti aux aléas des mandatures politiques. Ça doit être une vision claire et fixe que des professionnels gèrent. Donc pour vous, on ne doit pas comparer les pays puisque chaque pays a ses réalités. Oui, mais il faut prendre un peu l'exemple du Maroc, comme je l'ai dit, en retravaillant, en essayant de faire beaucoup de recherches sur la manière de planifier la ville déjà faite. Donc on vous dise que Dakar, c'est pourri, on ne peut plus faire. Abidjan, on ne peut plus faire. Si tu vas à... Parce que ces villes-là ont un héritage colonial. D'accord, permettez-moi de parler du Sénégal. Le train régional express mis en circulation à la fin de l'année 2021 va révolutionner les transports publics de masse, d'après certains Sénégalais. Et Macky Sall, le chef de l'État, a annoncé que ce train pourrait arriver dans d'autres régions, à savoir Thiès, Mbour. Donc, Madame Pouye, comment ce moyen de transport pourrait contribuer à décongestionner Dakar, qui est la capitale sénégalaise? Oui, ça pouvait. Le TER peut décongestionner Dakar si on considère Dakar une ville étalée. Mais il faut savoir que le tracé du TER est très rigide. Avant le TER, il y avait un autre train, ce qu'on appelle le petit train de banlieue bleu, ensuite petit train de banlieue. Et c'est pratiquement le même tracé qui a été adopté par le TER, qui en certaines zones ne traverse pas en tout cas des zones d'habitation denses. En termes de rapidité, on peut gagner, mais en termes de desserte,
ça peut ne pas être trop efficace. D'autre part, je pense que maintenant, pour le mouvement pendulaire, ça peut permettre au décongestionnement de Dakar. Mais il faudra beaucoup de mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement, c'est comment faire un report modal. C'est une question à se poser, mais également comment faire une complémentarité modale. La complémentarité modale, je pense surtout à des pratiques comme des bateaux-taxis, à d'autres types en plus maintenant du BRT, mais également d'autres moyens de transport, parce qu'il ne faudra plus penser Dakar comme étant une ville étalée. L'étalement est là, mais qui se densifie sur elle-même. Se densifie, ça signifie qu'il y a beaucoup de pôles internes qui se développent, notamment entre le département de Dakar, de Guédiawaye et de Pikine. Ces pôles-là risquent de créer ce qu'on appelle une dynamique interne, c'est-à-dire interpôle. Et ici, ces mouvements-là ne dépendent pas forcément du terre. Donc c'est une mobilité à canaliser, à satisfaire indépendamment de l'apport que le terre peut apporter. D'accord. Alors oui, vous voulez réagir? Sur le terre, je donne un exemple. Et c'est très intéressant parce que lorsque l'État a voulu développer le port urbain de Diamniadio, et on sait que c'est très lourd, il y a beaucoup de conditionnalités pour y habiter. Les gens ont choisi. Je vous dis que les citadins sont extrêmement doués de raison. Ils ont choisi d'aller vers Kermassar, d'aller vers d'autres contrées où ils peuvent accéder à la propriété et ne pas avoir à acheter un appartement. Et ce front-là, moi-même j'habite cette zone, mais c'est la partie du Sénégal la plus connaissant une vitesse de croissance extraordinaire. Et l'élément c'est quoi? Aujourd'hui, l'autoroute à péage connaît des embouteillages parce qu'à la sortie qui va vers Kounoun, etc., il y a toujours des bouchons parce qu'on n'a pas planifié tout cela. Et dans cette zone, il n'y a pas une gare. Et une gare doit servir à faire un relais de transport. Moi-même, si j'avais une gare et c'est que lorsque les études étaient faites, il n'y avait pas encore ce flux d'urbanisation autour de ces nouvelles cités-là. Alors, c'est quand même une bonne chose, oui. on va le dire. Mais comment moderniser, comment arriver à allier modernisation des transports publics avec leur accessibilité aux populations? Bon, ce que j'en sais, c'est qu'aujourd'hui, ça coûte cher pour les populations. Si le TER a sa propre tarification, Dakar Dem Dikk a sa propre tarification, les autres transports informels, ça restera toujours un élément coûteux pour le Dakarois lambda. Il faut une unification. Déjà, le premier chantier, c'est pas pour moi de rallier le tronçon du TER de Diamniadio à l'aéroport AIBD, mais c'est d'investir dans l'unification tarifaire. Très bien, on va laisser madame, puisque nous sommes arrivés à la fin de cette émission, il nous reste juste quelques secondes, je dirais. Alors, madame, qu'est-ce que vous pensez justement du TR? Est-ce que les villes africaines ou les pays africains devraient faire comme le Sénégal aujourd'hui? Oui, ils pouvaient faire comme le Sénégal en ce qui concerne les dessertes centre-périphérie. Par contre, pour la desserte purement centrale, il faut penser à d'autres moyens de transport tels que le tram. Parce que je pense que pour Dakar, avoir un tram circulaire avec des lignes circulaires pourrait beaucoup aider à la mobilité urbaine. Est-ce que ce ne serait même pas plus efficace que le TER? Donc moi, je pense que le TER, oui, c'est bon. Mais il faudra aller vers d'autres moyens de transport, cette fois-ci de masse, plus modernes, mais qui pouvaient soulager les populations. D'autre part, je pensais surtout à une intégration, non seulement une intégration tarifaire, mais surtout une intégration territoriale. Pourquoi tarifaire? Parce que, je donne juste mon exemple. Si je quitte Kermassar, je garde mon véhicule quelque part à Rufisque, ça fait quand même un déplacement. Et je prends le TER, je descends à la gare, je suis obligé de prendre un taxi aux environs 1000 francs à 1500 aller-retour. On voit que vous rencontrez beaucoup de difficultés. Désolée, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. D'intégration. À l'instant, madame Ndeye Ngom Pouye, vous êtes enseignante, chercheur, maître de conférence titulaire de géographie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci pour tous vos éclairages. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Abdoulaye Sylla, vous êtes expert urbaniste. Merci également à vous. Merci. Merci à la chaîne
Medi One. Oui, effectivement. Okay. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se dit à très bientôt sur Medi 1.